Mardi, ça a été de reprendre, je dirais, ces différents éléments en voyant comment ça s'est décliné en Europe, hein, et de voir à la fois le rôle du Covid comme facteur de risque professionnel et également les luttes sociales qui ont éclaté à différents moments, ainsi que la micro-conflictualité qui a sans doute joué un rôle beaucoup plus important que, enfin, en tout cas en termes massifs, que les luttes que l'on peut identifier comme étant spécifiquement liées au Covid, comme c'était le cas à la STIB, à BMF, pour ne citer que des cas en Belgique. Alors, hier, c'était l'Amérique latine. Alors, l'Amérique latine, c'est parti d'une question, qui est une question, je dirais, récente. En fait, dans la première préparation des exposés, je ne me l'étais même pas posée parce qu'elle n'était à ce moment-là pas actuelle. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en Amérique latine, la situation est nettement meilleure qu'en Europe. Alors que quantité de facteurs prédisposaient l'Amérique latine à une catastrophe aggravée par rapport à ce qu'on a constaté en Europe. Et donc ça, c'était l'exposé et la discussion de hier, c'est finalement de voir qu'il n'y a pas une espèce d'inertie qui fait que des facteurs négatifs réels et bien identifiés dans le cadre de l'Amérique latine ont pu être contrebalancés par un certain nombre de facteurs positifs avec, pour moi, une différence essentielle, qui est, enfin, une double différence essentielle, qui est le rôle des mobilisations sociales et aussi l'adhésion à des politiques d'hygiène et notamment et ultérieurement l'adhésion à la vaccination de la population. Et donc ça, voilà, c'est ce qui était spécifique à l'Amérique latine. Aujourd'hui, ça va être la partie, je dirais, la plus politique de l'exposé, et c'est pour cette raison que vraiment je vais m'en tenir, hein, c'est pas une promesse, à ne pas dépasser les 60 minutes, quitte à sacrifier certaines parties de ce que j'avais pensé vous présenter, parce que comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est un work in progress, et donc je trouve que c'est vraiment important d'avoir un échange. Je veux dire, ce que je vous présenterai pas, ben, je pourrais l'écrire ailleurs, et si ça vous intéresse, vous pourrez évidemment le lire. Alors, si on essaye de voir de façon vraiment schématique, hein, quelles ont été les réponses politiques, mais au-delà même des réponses politiques, les camps qui se sont constitués autour de la question du Covid. Et quand je dis les camps, il ne faut pas voir ça de façon statique. Hein. Il y a une très grande mobilité aussi, hein, qui peut se produire d'un camp à l'autre, où des personnes ou des groupes sociaux peuvent être simultanément un peu dans un camp et un peu dans l'autre. Donc c'est quelque chose de dynamique et de mobile. On peut dire que du côté des gouvernants, et donc je commence par une très grande généralisation, après il faudrait introduire évidemment des différences, mais au niveau mondial, l'ensemble des gouvernants, de la Chine, c'est les premiers qui ont été concernés, enfin, quelle que soit la partie du monde, ça a d'abord été le déni suivi par un état de panique. Hein, donc, phase initiale, le déni, c'est pas si grave, c'est une mauvaise grippe, etc. Dans le cas de la Chine, appuyé aussi par des mesures répressives, donc les médecins qui osaient relever ce qui se passait à Wuhan faisaient l'objet de mesures répressives. Mais donc, dans un premier temps, on a de façon générale le déni. Alors, le déni peut s'expliquer par différents facteurs. D'abord, c'est nouveau, donc effectivement, je dirais, d'un point de vue assez simplement psychologique, on peut dire que le déni est une première réaction par rapport à une mauvaise nouvelle. Bon, mais ça serait beaucoup trop simple. Il y a toute une série d'éléments structurels qui ont contribué à ce déni. Et un de ces éléments, et là justement cet élément a introduit des différences entre les différents pays, donc ce n'est pas quelque chose qui a été fixe ou immutable d'un pays à l'autre, c'est la question de la continuité dans les expériences de politique publique. Autrement dit, le Covid, c'est le troisième coronavirus qu'on affronte depuis le début du XXIe siècle. Donc ce n'est pas le premier. Alors les autres avaient fait des dégâts nettement moindres, mais un certain nombre de problèmes posés par ce Covid-ci, en tout cas, on pouvait les rattacher aux problèmes posés par les épidémies antérieures. D'autre part, d'autres épidémies, pas de coronavirus, mais d'autres virus comme H1N1, ont également posé des problèmes, en partie similaires, et donc il y avait une expérience, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs, qui a été acquise, et je ne parle pas ici d'expériences très anciennes comme la tuberculose dans les pays d'Europe, il y a une expérience qui avait été acquise et dont on voit qu'elle a été, alors, je dirais de façon assez générale interrompue, il y a eu cette perte dans la continuité de l'expérience, mais pas du tout de manière égale. Donc pour prendre des situations extrêmes,
à Taïwan, les politiques de réponse au Covid ont été énormément, et en Corée du Sud également, énormément basées sur l'expérience acquise au cours des crises sanitaires antérieures. En Europe, au contraire, là, vous avez tous connu la situation au moment de la crise des masques. On avait carrément, on s'était débarrassé des stocks de masques en se disant, bon, ça c'était H1N1, ça ne va pas se reproduire avant je ne sais pas combien de siècles ou de millénaires, pourquoi est-ce qu'on dépenserait de l'argent à avoir des stocks de masques? Et donc là, c'est vraiment le niveau, je dirais, à la limite caricatural en ce qui concerne l'Europe, qui ne s'est pas produit dans un certain nombre d'États, notamment en Asie. Et le suivi de la crise, j'aurais presque envie de dire, quand on voyait les personnages des gouvernements se succéder à la télévision, c'était presque géré avec la nervosité du trader. Le trader, il est là, il reçoit les informations, le cours de machin truc monte, le cours de machin bazar descend, hop, il faut réagir, il faut tout de suite une réponse. Mais le problème, c'est qu'une crise sanitaire, et donc, je rappelle ce que j'avais dit lors du premier exposé Covid, pandémie, syndémie, donc il faut englober le Covid dans quelque chose de beaucoup plus vaste que le Lancet appelé une syndémie, est quelque chose de tellement complexe que des réactions ainsi immédiates n'ont pas beaucoup de sens. J'ai dit, ça a tout à fait son sens pour un médecin urgentiste ou une infirmière qui voit quelqu'un qui s'amène et où il faut effectivement intervenir dans la minute ou les minutes qui viennent pour éviter la catastrophe. Il est évident qu'en termes de politique publique, cette manière, alors il y avait à la fois, je crois, un côté démagogique, c'était une manière de dire on est des gens comme les autres, c'était un peu le jeu de la première ministre en Belgique, je viens, je vous fais part de mes doutes, de ma panique, on ne sait pas très bien, mais enfin voilà, on va faire ça ensemble avec un ton presque familial pour expliquer ce qu'on devait faire, ou alors il y avait le côté, je dirais plutôt macho, je prends la décision de Macron, qui n'arrêtait pas d'annoncer des choses contradictoires, mais où c'était clair, il avait pris la décision pour toute la famille. Bon. Mais en aucun cas, ça ne correspondait évidemment à un pilotage politique et une direction politique. Et comme je l'ai signalé, je crois que c'est au cours du deuxième exposé, en Europe, ce qui est vraiment symptomatique, c'est le fait que les institutions d'expertise au service de la définition de la politique, comme le Haut Conseil, la Haute Autorité de Santé en France, et on a l'équivalent dans tous les pays d'Europe, presque toutes ces institutions ont été court-circuitées pour mettre en place des groupes d'expertise ad hoc, et parfois même concurrents. Donc dans certains pays, on en voit 2, 3, en France, il y en a 2 qui se bagarrent un peu sur ce qu'il faut faire, et donc, de nouveau, il y a cette espèce de fonctionnement de l'État qui est à la fois très court-termiste et qui nie l'essence même de ce qu'est le service public. Et ça, c'est en rapport avec ce qu'on connaît depuis quand même pas mal d'années, sur cette idée que l'État, finalement, c'est comme une entreprise, on peut introduire des méthodes de management, qui sont des méthodes de management ultra réactives, on n'a pas besoin de toutes ces structures lourdes, au conseil de ceci, au conseil de cela, il faut une structure légère, comparable un peu à la cavalerie qui intervient là où il faut, au moment où il faut, etc. Et manifestement, ça ne fonctionne pas. Manifestement, non seulement ça ne fonctionne pas, mais je dirais que ça aggrave un problème qui est fondamental quand on fait de la santé publique, c'est que ça aggrave la défiance. Et ça, c'est fondamental. Parce que si vous avez une politique chaotique du côté des autorités, forcément, même quand les autorités prennent des décisions complètement justifiées, complètement rationnelles, on s'en méfie. Et ça, on le voit très bien, par exemple, dans l'exemple de la campagne de vaccination. On peut établir, je dirais, très facilement la corrélation entre les niveaux les plus bas de vaccination qui ont été atteints dans un certain nombre de pays et, je dirais, le niveau de confiance en général que la population peut avoir dans les autorités. Le niveau, en Europe, les niveaux les plus bas, c'est la Russie et l'Ukraine, parce que le niveau de confiance de la population à l'égard des autorités est vraiment très très basse, mais globalement, en Europe, le niveau de confiance a été beaucoup plus bas qu'en Amérique latine, pas du tout parce qu'en Amérique latine, les gens avaient confiance dans leurs autorités politiques, mais parce qu'il y avait un acteur
relativement autonome de la santé publique qui s'interposait et qui empêchait à ce moment-là les désastres. Hein, le cas du Brésil, pour moi, est le plus évident, mais le cas du Mexique va dans le même sens. Donc les autorités politiques étaient à la limite pires encore que ce que nous avions en Europe, mais l'acteur de santé publique avait son autonomie, son expérience, sa capacité de communiquer, et ça lui a donné une force qui n'existait pas, ou en tout cas qui n'était pas au même niveau en Europe. Donc ça, c'est en ce qui concerne je dirais le niveau des gouvernants. Et un élément alors qui a joué, mais seulement dans certains pays, donc on ne peut pas le généraliser, c'est le darwinisme social. Autrement dit, en début de pandémie, et jusqu'à aujourd'hui avec Bolsonaro, c'est un peu un des derniers, je dirais, à se tenir à cette vision, on a dit, pas de problème, on va faire jouer ce qu'on appelle l'immunité collective. En fait, dans certaines langues, on parle d'immunité de troupeau. Hein, en anglais ou en espagnol, on dit immunité de troupeau. C'est un concept qui vient de la médecine vétérinaire. Et ce concept de la médecine vétérinaire, c'est qu'on laisse circuler une infection pour laquelle on n'arrive pas à trouver d'autres moyens de contrôle, et qu'à un certain stade, cette infection cesse de se transmettre parce qu'il y a un nombre suffisant d'animaux qui, eux-mêmes, étant tombés malades, disposent désormais des immunités. Bon. Alors, dans le cas du Covid, ça pose toute une série de problèmes. Premier problème que ça pose, c'est que sur le terrain strictement scientifique-médical, ça ne marche pas à cause de la vitesse de mutation du virus. Hein, c'est ce qu'on a bien vu avec le Delta. Hein. Donc, au début, on disait oui, pour arriver à l'immunité collective, en gros, il faudrait que 80% de la population, ou 75%, ça dépendait des estimations, ait une immunité. Aujourd'hui, on vous dit avec le variant Delta, il faut au minimum avoir 10% en plus. Donc il y a un problème posé sur un plan strictement médico-scientifique qui fait que dès lors qu'il y a une pandémie, c'est-à-dire un phénomène à très grande échelle, l'idée d'immunité collective est impraticable. Et ça sur un plan strictement médical. D'autre part, ce qui n'était jamais dit explicitement, mais ce qui était implicite derrière l'idée d'immunité collective, c'est on a une collectivité humaine. Dans cette collectivité humaine, il y a des gens qui portent des tares. Hein. Quand je dis portent des tares, c'est génétique, c'est des maladies respiratoires, ça peut être peu importe ce qu'il y a derrière. Finalement, l'immunité collective, c'est un peu l'occasion de faire un nettoyage. Hein. Et ça c'est le darwinisme social. Hein. Donc c'est de se dire, voilà, on a suffisamment d'êtres humains sur Terre, et si le passage de ce virus opère un nettoyage par rapport à des gens qui sont, on va dire, dans une plus grande faiblesse sur le plan biologique, pourquoi pas? Alors, je dis cela parce que je dirais l'expression la plus forte des visions d'immunité collective, elle est venue au Brésil où Bolsonaro défendait, et alors enfin ça c'est l'avantage, lui n'écrit pas, mais il a des médecins qui ont quand même développé sa pensée, où il développait la stratégie de ce qu'il appelait l'isolement vertical. Et c'est quoi l'isolement vertical? C'est-à-dire on ne doit pas confiner, mais on va isoler, par exemple les vieux, on va isoler les personnes qui ont de l'asthme, on va isoler les personnes, enfin bon, une série de groupes à haut risque. C'est un peu l'idée dans le documentaire de Bernard Kripke, hein, c'est un peu l'idée, plutôt que de mettre tout le monde, enfin d'imposer à tout le monde le confinement, on pourrait choisir des populations déterminées à qui on dit bon, vous n'allez pas sortir, etc. Alors sur le plan humain, donc c'est quelque chose qu'on pratique en médecine vétérinaire. Mais sur le plan humain, c'est totalement inacceptable parce que nous sommes faits de relations. Et donc dire, on va laisser, je ne sais pas moi, tous les gens de plus de 65 ou de plus de 70 ans chez eux, en plus en sachant que, voilà, il y a un besoin, je dirais, quotidien d'interaction avec autrui, déjà, c'est une solution qui est particulièrement boiteuse. Et l'autre élément que je vois, par exemple, en tout cas dans les argumentations qui ont été servies au Brésil, c'est à quel point, bon, c'est un pays où, comme vous le savez, il y a une tradition esclavagiste, et je vois à quel point, dans les secteurs réactionnaires, qui heureusement sont minoritaires au Brésil, cette tradition de médecine esclavagiste est restée, c'est-à-dire une médecine de gestion d'un patrimoine humain. Hein. Et là, ça c'est quelque chose que j'ai découvert tout récemment,
si on prend les statistiques en ce qui concerne le nombre de médecins au 19e siècle, savez-vous quel est le pays qui a eu enfin, proportionnellement à la population, bien entendu, le pays qui avait le plus grand nombre de médecins par rapport à la population? Cuba, exact. Donc Cuba est... Parce que Cuba avait, dans l'esprit de ses dirigeants, à gérer un stock important d'esclaves. Et donc le pays qui a, tout au long du 19e siècle, le plus grand nombre de médecins par million d'habitants, c'est Cuba. Mais ce n'était pas du tout dans un objectif de santé publique, même si un certain nombre de ces médecins ont connu des évolutions très, très progressistes, etc. Mais ce n'était pas ça l'objectif au départ. Et donc, petit à petit, je dirais, les gouvernants se sont plutôt tournés vers une sorte d'autoritarisme paternaliste, mais sans jamais assumer clairement, ce qui est leur politique. Et donc là, on va le voir de façon plus détaillée sur la question de passe-vaccination. Donc là, c'est clair, l'idée c'est de faire vacciner les gens, mais on passe par des voies extrêmement tortueuses, plutôt que d'assumer clairement ce qui peut être assumé de mon point de vue, la nécessité d'une vaccination obligatoire. Et donc on va passer par des chemins de détour. Les gens ne sont pas des imbéciles. Je veux dire, si devoir avoir un pass sanitaire pour aller boire à une terrasse, en termes de logique médicale, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais ça a un sens réel, évidemment, à partir du moment où c'est pour pousser ces personnes qui sont réticentes et qui constituent effectivement un problème du point de vue pas seulement individuel mais politique, pour pousser ces gens-là à se vacciner. Alors, cet autoritarisme paternaliste aussi n'est pas manifestement très convaincant. Non, je n'aborderai pas ça, j'ai fait encore la que je voulais aborder, mais je le laisse pour après. Alors, il y a eu malgré tout des exceptions. Et donc, de nouveau, je crois que c'est toujours intéressant de voir par rapport à une tendance globale ou une tendance générale, qu'est-ce qu'on peut quand même lire en creux, autrement dit, qu'est-ce qu'on peut trouver comme situation particulière. Alors, première situation où il y a eu des choses meilleures, ce qui ne veut pas dire que tout a été bien, loin de là, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation de Taïwan ou de la Corée du Sud, où la stratégie était essentiellement basée sur ce qu'on appelle les 3 T, c'est-à-dire il faut tester, il faut tracer et il faut traiter. Il faut tester, mais il faut suffisamment de tests pour détecter qui est positif, y compris parmi les asymptomatiques, ça c'est très important, parce que les asymptomatiques transmettent le virus. Une fois que le test a été effectué et qu'il est positif, il faut tracer, et tracer c'est avant et après. Avant, c'est ce qui a pu conduire à la transmission du virus, à l'école, au travail, dans quelles conditions, comment est-ce qu'on peut changer ces choses-là. Et après, c'est qui a été en contact avec les personnes en question, et de nouveau, il faut faire un travail. C'est un travail d'enquête qui demande aussi la participation des personnes. Et finalement, le traitement, c'est surtout un suivi de la situation sanitaire en fonction des possibilités de traitement qui existent, et ça évolue dans le temps, évidemment. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait ici? D'abord, il y a eu cette espèce de confiance aveugle dans les outils informatiques. J'ai téléchargé l'application, je ne sais même pas comment elle s'appelle, Covid Safety, je crois, il y a plus d'1 an. J'ai quand même circulé, pour des raisons personnelles, j'ai dû aller à l'hôpital souvent, etc. Donc, je suis sûr d'avoir croisé des gens qui étaient positifs au Covid, y compris dans des milieux très proches à moi. Je n'ai jamais reçu la moindre alerte. Et de toute façon, une alerte par SMS, ça n'a aucun sens par rapport à la finesse qu'il faut avoir dans une enquête sur les conditions dans lesquelles la contagion se fait. Et ça n'a aucun intérêt du point de vue préventif. Du point de vue préventif, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si sur tel lieu de travail, il y a eu, ou dans telle classe, il y a eu des cas de Covid, où en est la ventilation. Qu'est-ce qu'on a fait en termes d'hygiène collective, de désinfection? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé qui permet d'expliquer le fait qu'à tel endroit il y a eu un cluster et à quel endroit il n'y en a pas eu? Or, avec évidemment des systèmes purement informatiques, non. C'est juste vous dire, attention, faites gaffe, vous savez que vous devriez vous faire tester parce que vous êtes susceptible d'avoir le Covid. C'est purement individuel et ça n'a aucune finalité préventive par rapport aux déterminants collectifs, à l'organisation du travail ou à l'organisation des... Encore aujourd'hui, j'entendais, c'est un débat sur à quel moment est-ce qu'on ferme une classe. Est-ce que c'est quand il y en a 2 ou est-ce que c'est quand il y a 20% des élèves? Donc maintenant on a décidé que c'était 20% des élèves. Mais c'est du purement quantitatif. Avec ça, on ne fait pas une enquête qui permettrait de dire tel type d'école est plutôt, je dirais,
fonctionne bien parce qu'une bonne ventilation, on a donné aux élèves une formation sur comment porter le masque, parce que sinon, bon, on le portera n'importe comment, etc. Non, c'est purement un critère de quantité. On dit, à partir de autant d'élèves atteints du Covid, on ferme la classe. Très joli, mais de nouveau, ça n'a aucune retombée préventive. Et donc ça, ce sont des... Dans des pays comme Taïwan ou la Corée du Sud, il y a eu, avec des hauts et des bas, mais globalement, ça a quand même donné de bons résultats, c'est une stratégie beaucoup plus basée sur l'enquête, beaucoup plus basée sur la participation, et du coup qui peut avoir des retombées positives en termes de prévention. Par exemple, c'est la Corée du Sud la première à avoir publié un cas qui était celui d'un call center, hein, dans lequel il y avait eu des infections avec des distances supérieures à 2 mètres. Et donc, il montrait comment la circulation de l'air dans le call center rendait l'ensemble du call center dangereux et que parfois les contaminations, comment dire, sautaient. On pouvait avoir le poste de travail 1 où il y avait une personne contagieuse, le 2, le 3 personnes n'avaient rien attrapé et le 4 avait une personne contagieuse. Donc par rapport aux gens qui à l'époque disaient non, la distance c'est la réponse magique, si on maintient la distance, les gens ne vont pas tomber malades, ben, le travail qui avait été mené en Corée du Sud montrait que ce n'était pas comme ça, qu'il pouvait y avoir transmission d'une personne à l'autre, y compris à 5-10 mètres de distance, qu'à ce moment-là, il y avait d'autres facteurs qui devaient entrer en considération et qui étaient liés, bon, dans le cas d'un call center, c'était évidemment lié à l'organisation de travail dans ce call center, c'est que vous ne travaillez pas avec un masque si vous êtes tout le temps en train de parler au téléphone. Bon. Mais donc, voilà, je crois que c'est un exemple concret qui montre que même avec toutes les limites qu'on connaît, hein, donc on sait très bien qu'on n'allait pas du jour au lendemain, à partir de l'apparition du Covid, refaire complètement les systèmes de santé publique, mais même avec toutes les limites, toutes les contraintes qui existaient, il y avait moyen de faire quelque chose de mieux. Alors, ça c'est le premier groupe, donc le groupe des gouvernants. Et je crois qu'il s'est considérablement décrédibilisé. Et donc là, voilà, je crois que c'est quelque chose dont il faut tenir compte, mais que cette, je ne sais pas si c'est un néologisme ou pas, décrédibilisation, ce processus dans lequel les gouvernants se décrédibilisent, n'aboutit pas forcément à des mouvements sociaux allant dans le sens de l'égalité et de l'émancipation. Et donc ça, je crois que c'est très important par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Europe, mais aussi dans d'autres parties du monde. Et donc, en gros, il y a par rapport à cela, et sur la même base, traitement autoritaire, manque de crédibilité, il y a en fait 2 regroupements qui se forment. Alors, de nouveau, ce n'est pas des regroupements statiques, il y a une mobilité, on peut être avec un pied dans l'un, un pied dans l'autre, mais ce sont quand même des regroupements, je crois qu'il est important de distinguer. Alors, le premier regroupement, je l'appelle, faute de trouver un meilleur terme, et je me rends bien compte, le mot lui-même n'est pas si... Enfin, il pourrait discuter, c'est covidosceptique. Alors, covidosceptique, c'est tous les gens qui, aux différentes étapes de la pandémie, ont dit non, il ne faut pas croire. C'est ça le scepticisme. Mais la cible des covidosceptiques a forcément évolué dans le temps parce qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas croire, qu'à un certain moment, on était bien obligé de croire. Donc, quand on a dit au début, oui, attention, la mortalité, c'est la presse anxiogène et les scientifiques payés par Big Pharma qui vous inventent qu'il y a une énorme mortalité, mais en réalité, c'est tous les vieux qui auraient dû mourir d'autre chose la semaine suivante. Bon, ça, c'était un premier argument de base. Aujourd'hui, je crois qu'on ne va plus le ressortir, ou alors il faut vraiment être un petit peu demeuré. Mais donc, dans un premier temps, c'est le Covid lui-même, la mortalité du Covid qui était remise en cause. Et donc, information anxiogène, on exagère les statistiques de mortalité, avec tous les arguments que vous pouvez imaginer. Deuxième temps, c'est le confinement. Et là, le grand cri, c'est liberticide. Le confinement, c'est liberticide. Alors, il y avait beaucoup de choses à dire sur le confinement. On pouvait faire mieux, on pouvait faire autrement. Et notamment, on aurait dû, dans le confinement, intégrer la question des inégalités sociales, parce que ce n'est pas la même chose confiner pour un homme ou pour une femme, pour des personnes avec un logement espacé et pour des gens qui vivent dans un petit logement. Donc il y avait plein de choses à faire différemment autour du confinement. Mais le principe même du confinement était tout à fait justifié à partir du moment où le virus circulait de plus en plus, il fallait limiter au maximum les interactions. Et donc le confinement, c'est une manière de limiter ces interactions.
Et donc tous les arguments du type « oui, mais on n'a pas prouvé que aller acheter un chewing-gum chez moi, c'était contagieux », n'ont aucun intérêt, parce que le confinement, c'est une mesure de caractère collectif pour freiner la mobilité des gens. Et donc, à la limite, on s'en fiche de savoir si il y a eu beaucoup de cas dans les gymnases, ou il n'y a pas eu beaucoup de cas dans les théâtres. L'intérêt du confinement, c'était précisément de freiner l'ensemble des interactions. Après, de nouveau, on peut rediscuter les choix qui ont été faits, hein, et notamment la priorité qui était accordée aux entreprises. On a le moins possible confiné par rapport à d'autres lieux qu'on a beaucoup plus confinés. Mais cela ne remet pas en question l'idée même du confinement. Ça remet en question les modalités de ce confinement. Étape suivante, où alors deux choses se mêlent, parce qu'effectivement, elles sont objectivement mêlées, c'est pass et vaccination. Hein, donc ça ne veut pas dire que tous les antipass sont automatiquement anti-vax, ou que tous les anti-vax, enfin, je crois que tous les anti-vax sont forcément anti-pass, sauf s'ils adorent se mettre des tampons dans le nez. Mais enfin bon, l'un ne correspond pas automatiquement à l'autre, mais enfin, il y a quand même une cohérence entre les deux. Hein, bon. Alors, je vais reprendre ça sur la question de la vaccination dans quelques minutes, parce que je veux justement pouvoir passer un peu plus de temps là-dessus et m'éloigner du Covid pour, à mon avis, présenter peut-être de façon plus claire les enjeux. Et on a vu dans beaucoup de pays, mais avec une acuité particulière aujourd'hui en Italie et en France, mais par exemple auparavant il y a eu énormément aux Pays-Bas, il y a eu aussi énormément de mobilisation en Allemagne, il y en a eu aussi beaucoup en Espagne, donc des rassemblements de multitudes qui, à mon avis, étaient surtout frappantes par le fait que, c'était vraiment multiclassiste. Hein. Si vous prenez les mobilisations en France, on va retrouver les braves dames de la bourgeoisie qui étaient qui protestaient contre le mariage des homosexuels, et on va trouver des gens de milieux populaires. Hein. Et en Italie, on a encore un échantillon plus ouvert, et dans lesquels il n'y a finalement pas de revendication cohérente. Donc c'est plus un ensemble d'individus qui s'amassent chacun avec sa part de refus, de rancune, de haine, etc. Et c'est ça qui rend possible dans ces manifestations qu'on puisse mettre n'importe quoi. Donc quand il y a eu en France qu'on a des manifestants qui avaient des slogans antisémites, une des réponses du mouvement était de dire oui, des manifestants, on ne peut pas empêcher les gens de venir à la manifestation. Mais moi, ça m'a frappé à quel point, justement, en fait, vous pouvez vous amener dans ces manifestations avec n'importe quoi. Hein? En Italie, on a vu des gens avec des trucs qui invoquaient la protection de la Vierge, à côté d'autres gens qui avaient la faucille et le marteau. Hein? Et donc, voilà, ils manifestaient, mais ce n'était pas une masse qui manifestait, c'était une multitude d'individus portant chacun son espèce de propriété personnelle au niveau des idées, et unifié simplement par le rejet des politiques du haut. Et donc ça, je crois que c'est quand même une caractéristique de la plupart de ces mouvements. En Espagne, alors là, ça ne manquait pas de cynisme, Vox, donc il y a le parti d'extrême droite très xénophobe, au début, hein, là on est pendant le premier confinement, décide de manifester contre le confinement. C'est pas des gens non plus qui ont un courage physique excessif, ils savent qu'il va y avoir la police. Donc qu'est-ce qu'ils font? Et ils réussissent à le faire. Par les réseaux sociaux, ils convoquent les femmes de ménage, essentiellement à partir d'associations colombiennes, équatoriennes, péruviennes, qui évidemment étaient bon, beaucoup d'entre elles ne sont pas déclarées, donc elles n'avaient aucun revenu de remplacement. Et Vox, raciste, partisan de la fermeture de l'immigration, organise des collectifs de femmes de ménage péruviennes, équatoriennes, etc., en se disant, celles-là, si on les envoie manifester et qu'elles reçoivent des coups des flics, nous, au moins, on est tranquille. Et donc, alors, il ne s'agit évidemment pas de reprocher à ces femmes de ménage d'avoir manifesté, parce qu'il y avait un problème réel pour ces femmes de ménage. Elles n'avaient aucun revenu. Elles étaient en train de crever de faim. Donc, il était logique qu'elles soient contre le confinement. Mais ce qui était beaucoup moins logique, c'est qu'elles aillent avec Vox, et que leur revendication, ce n'était pas d'avoir un revenu de remplacement. Leur revendication, c'était simplement qu'on arrête le confinement. Ce qui aurait été, enfin, ce qui aurait été aussi dangereux pour elles. Alors maintenant, je vais aborder la question de la vaccination, et avant d'aborder la question de la vaccination, je voudrais justement faire m'éloigner plutôt de la vaccination Covid, pour aborder une autre vaccination,
parce que je crois que ça va un peu peut-être permettre de dépassionnaliser le débat et de situer justement ce que seraient les enjeux de la vaccination. Alors je vais vous parler d'une autre maladie qui est causée par un ensemble de virus qu'on appelle papillomavirus. Et ce sont des virus hautement transmissibles par rapport sexuel. Et il y a un taux de prévalence, donc en termes de porter le virus, hein, pas d'être malade, qui est très élevé dans la population. Il est estimé grosso modo à 80%, tant pour les hommes que pour les femmes qui ont des rapports sexuels. Bon. Et plus particulièrement parmi les jeunes, ça c'est lié au fait de la fréquence des partenaires, donc d'avoir des partenaires différents, ce qui est plus, enfin, ce qui utilise partout, mais voilà, statistiquement c'est plus fréquent chez les jeunes. Alors, les conséquences du papillomavirus, pour la majorité des gens donc, qui sont porteurs, il ne va pas y avoir de conséquences sérieuses. Donc on est simplement porteur, pas de symptômes. Pour une partie, il va y avoir des symptômes immédiats qui ne sont pas d'une, enfin dans la très grande majorité des cas, qui ne sont pas d'une gravité extrême. Hein, ce sont des verrues génitales. C'est pas beau, c'est gênant, mais c'est pas plus dramatique que ça. Et pour une partie, mais qui reste une partie significative, il y a des conséquences à long terme qui sont des cancers. Et le papillomavirus est la cause exclusive d'un cancer qui est le cancer du col de l'utérus. Cancer, par définition, que n'ont que les femmes. Hein, puisque, voilà. Et donc, si on prend les conséquences graves, c'est-à-dire mortalité possible à long terme, donc les conséquences graves, ce sont des cancers. Une partie des cancers sont exclusivement féminins, donc col de l'utérus, mais aussi il y a des cancers du vagin, de la vulve, mais qui sont moins nombreux. Pour les garçons, ça peut être des cancers du pénis, mais aussi qui sont moins nombreux. Et puis il y a quelques cancers communs, c'est des cancers ORL et des cancers de l'anus. Bon. Mais donc quand on fait le bilan global, on arrive au fait que le risque induit par le papillomavirus est le double pour les filles que pour les garçons, en risque de mortalité, je parle. Hein? Autrement dit, on a le même risque pour l'attraper, ça c'est les filles et les garçons sont à égalité, mais pour le double chez les filles, ça peut se terminer par un cancer que par rapport à ce qui va se passer chez les garçons. Et l'OMS dit au niveau mondial, s'il y avait une vaccination généralisée des adolescents ou préadolescents contre le papillomavirus, on pourrait éviter 270 000 décès par an. Donc c'est quand même un enjeu de santé qui n'est pas mineur, c'est pas un cancer de type exceptionnel. Alors, si vous considérez la vaccination d'un point de vue individuel, hein, le point de vue du capital santé. Moi, j'ai un capital santé, je le gère le mieux que je peux, je décide de faire l'effort par rapport à telle ou telle chose. En fonction de votre perception, mais aussi en fonction. Cette perception peut être fausse, mais elle peut aussi reposer sur des données objectives. L'intérêt objectif qu'un garçon a de se faire vacciner contre le papillomavirus, d'un point de vue individuel bien entendu, est la moitié de l'intérêt objectif qu'a une fille. Hein, et ça, c'est vrai. C'est pas simplement au niveau de la perception, c'est au niveau de la réalité épidémiologique. Parce que le risque, il est double chez les femmes par rapport aux hommes. Maintenant, si les garçons ne se font pas vacciner, il est évident que ça circule. Ça, Alors, le vaccin est efficace à grosso modo 90%. Hein, donc, par exemple, au Royaume-Uni, où il y a une très forte campagne de vaccination, le cancer du col de l'utérus a diminué de 87%. Pour les filles qui s'étaient vaccinées la plus basse catégorie d'âge, je crois que c'est entre 11 et 13 ans. Donc là, ça montre à quel point le vaccin est efficace. Il a des effets secondaires qui ne sont pas excessifs. Cela dit, il y a des gens qui disent qu'il a des effets secondaires terribles. Hein, donc ça, c'est pour la question de l'information qui circule. Et dans les faits, on constate que la majorité des personnes qui se font vacciner, ce sont des filles. Malgré la recommandation, alors l'OMS recommande aussi bien les garçons que les filles, donc pour l'OMS, il n'y a pas de doute là-dessus, il faut que les deux se fassent vacciner entre 9 et 13 ans, donc avant d'avoir les premiers contacts sexuels. Et en Belgique, hein, l'INAMI, qui est toujours très près de ses sous, a décidé de rembourser uniquement la vaccination des filles et encore à hauteur de 65%. Alors, le raisonnement de l'INAMI, c'est quoi? C'est un raisonnement économique. C'est basé en économie de la santé. On calcule ce qu'on appelle le coût incrémental d'une mesure de santé. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va devoir dépenser en plus pour éviter une perte de vie humaine, enfin ce qu'on appelle CALI, c'est-à-dire perte de vie humaine, ajustée par rapport à la qualité de la vie.
Donc, en gros, pour éviter de mourir ou d'avoir un handicap sérieux. Bon. Et donc, les calculs de l'INAMI, qui sont également corrects, puisqu'ils sont basés sur des données épidémiologiques qui ne posent aucun doute, c'est que, évidemment, le coût incrémental pour les filles, c'est la moitié de celui qu'il est pour les garçons, puisque les garçons vont éviter, en gros, la moitié des dégâts de ceux qui seraient pour les filles. Donc, l'INAMI, brillamment, dit on rembourse ça pour les filles, on rembourse ça, pas ça pour les garçons. Seulement, la réalité du sexe fait que sans arrêt, le virus circule. Et donc, forcément, ne pas vacciner les garçons, sauf si on imposait aux garçons de n'avoir que des rapports homosexuels, qui serait effectivement une possibilité, mais difficile à mettre en œuvre, forcément, le virus va circuler, va continuer à circuler. Et alors, en France, par exemple, le remboursement est intégral pour les deux, et donc en Belgique, oui. Et alors, l'autre inconvénient, c'est que c'est quand même un vaccin très cher, il est autour de... Enfin, il y a plusieurs vaccins, mais le plus efficace, c'est à peu près 370 €. Et donc, même les filles, elles doivent quand même payer un tiers. C'est pas si négligeable que ça. Mais enfin, pour les garçons, c'est 370 €. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que si vous raisonnez sur la vaccination en termes individuels, je veux, parce que j'estime que ce vaccin-là me fera du bien, enfin, par rapport à mon capital santé, ou j'estime que non. Je ne vois pas pourquoi on m'imposerait de me mettre un corps étranger dans l'organisme par rapport à un risque qui, pour moi, est peut-être très faible. Raisonnement qui n'est pas complètement juste, mais qui n'est pas non plus complètement idiot de la part d'une jeune personne vis-à-vis du coronavirus. Donc c'est vrai que statistiquement parlant, le risque de décès pour les plus jeunes est moins grand que pour les plus âgés. Là-dessus, il n'y a aucun doute possible. Donc si vous placez la question de la vaccination sur le terrain de l'individu, refusez la vaccination pour le comment dire, HPV, donc pour le risque de cancer du col de l'utérus ou autre cancer qui est provoqué par le HPV, peut être une décision rationnelle, ou en tout cas à une certaine base statistique, au minimum. Si vous raisonnez en termes de santé collective, évidemment, tout s'écroule. Tout s'écroule parce qu'un principe de solidarité est élémentaire et que si vous avez des relations sexuelles, vous protégez vous-même et vous essayez aussi de protéger l'autre personne. Et à ce moment-là, il est clair que le bénéfice collectif de la vaccination des garçons est identique au bénéfice collectif de la vaccination des filles. Plus on aura des personnes vaccinées, mieux ce sera, et on aura la possibilité de venir à bout de ces maladies. Et donc, pour le coronavirus, je crois que c'est le même problème qui se pose. Autrement dit que, par rapport aux réticences à la vaccination, sur le plan individuel, le raisonnement, j'ai pas envie que peut-être qu'on me mette un truc qui un jour causera quelque chose qui est très désagréable, pourquoi pas? Je veux dire, c'est une opinion qui est tout à fait honorable et qui peut s'appuyer sur un certain nombre de données exagérées, mais qui peut s'appuyer sur ces données. C'est vrai qu'il y a des effets secondaires, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont morts à la suite du vaccin, pas en quantité énorme comme certains essayent de le faire croire, mais ça existe. Il y a toujours, dans toute vaccination, il y a des risques. Et il y a des effets secondaires qui sont nuisibles. Bon. Et donc, raisonnant en termes individuels, le débat est ouvert. Raisonner en termes collectifs, c'est que vous savez très bien que, au niveau des classes sociales, le coronavirus ne fera pas de la même manière. Et donc, il y a certainement une absence de solidarité sur le terrain des inégalités sociales. 2, il ne fera pas de la même manière en fonction de l'état de santé antérieur, donc ce qu'on appelle les facteurs de comorbidité. 3, il ne fera pas de la même manière en fonction de l'âge. Et donc, du coup, forcément, dans une optique de solidarité, la vaccination de la personne en parfaite santé qui fait du sport, c'était l'argument de Bolsonaro, en disant moi je fais du sport tous les jours, j'ai surmonté un coup de poignard, etc. Donc pourquoi je me ferais vacciner? Ce raisonnement individuel, évidemment, ne peut plus se tenir dans une perspective collective. Non pas que ce raisonnement individuel soit subjectivement à condamner, et donc le problème n'est pas de culpabiliser les gens qui tiennent ce genre de raisonnement, c'est de dire que politiquement, il se place sur une position qui est inacceptable. Politiquement, il se place du côté des inégalités sociales. Qu'ils en soient conscients ou qu'ils n'en soient pas conscients. Et donc le raisonnement individuel est une chose, et l'attitude politique est autre chose. Alors, dans la position aujourd'hui des gouvernants en Europe sur cette question, il en fait une infantilisation.
Autrement dit, aujourd'hui encore, De Clercq dit il vaut mieux convaincre que contraindre. Bon, et ça, c'est un peu le mot d'ordre. Alors, première chose, en matière de santé publique, cette opposition entre convaincre et contraindre n'existe pas. Le vaccin contre la poliomyélite, qui est une des plus grandes victoires de la santé publique au niveau mondial, a été rendu obligatoire et on a convaincu massivement les gens, parce que là, c'est un... Enfin, je veux dire, vous étiez il y a 50 ans, même dans les rues de Bruxelles, vous voyez ce que ça voulait dire la poliomyélite au niveau de personnes. Donc il n'y a pas eu énormément de difficultés à convaincre la population, mais il y en a eu. Et le vaccin a été contraignant d'emblée. Et le vaccin a des effets secondaires négatifs, pour une toute petite partie des vaccinés, bien sûr, mais il en a. Et donc la vaccination contre la poliomyélite a été le résultat précisément, à mon avis, de quelque chose de beaucoup plus cohérent, de dire on va vous convaincre, mais sur la base d'une obligation. Et sur la base de cette obligation, on va vous expliquer pourquoi cette obligation est là. Hein, et votre expérience concrète quotidienne, quand vous promenez dans la rue et que vous voyez des personnes qui souffrent des séquelles de la poliomyélite, devrait évidemment vous aider à comprendre que ce serait mieux qu'on éradique la poliomyélite. Et dans les faits, à l'exception de quelques zones, et donc ça renvoie de nouveau à des inégalités, mais à l'exception de quelques zones, aujourd'hui, au niveau mondial, donc il y a un système assez efficace de surveillance de la poliomyélite qui est organisé par l'OMS, il y a moins de 500 cas par an. Donc c'est vraiment, je dirais, un progrès remarquable. Alors, ce n'est pas encore l'éradication totale, mais on peut penser que si les choses vont dans... Enfin, que la vaccination obligatoire continue à progresser, eh bien, on atteindra cela. Mais du coup, vous pourriez dire, pour les petits Belges, ben, pourquoi est-ce qu'on continue à les vacciner alors que les quelques cas, hein, les moins de 500 cas qu'il y a, ils se trouvent pour l'essentiel dans 3 pays, l'Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria. Alors, la réponse, elle est toute simple, c'est que quand il s'agit d'un agent infectieux qui peut traverser les frontières, et c'est évidemment le cas dans le cas de la poliomyélite, le petit Belge a aussi une responsabilité par rapport à la santé des Afghans, par rapport à la santé des Pakistanais ou de n'importe quelle autre partie du monde. Et donc, le fait qu'effectivement en Belgique, je crois que le dernier cas remonte à, je ne sais pas si c'est 20 ans, mais enfin, en tout cas, il faut remonter loin pour trouver le dernier cas de poliomyélite, ben, ne justifie pas que l'on arrête la vaccination. La vaccination doit s'arrêter le jour où on aura complètement éradiqué le virus et où il ne risque plus de ressurgir dans quelque partie du monde que ce soit. Alors, dernière partie, avant d'ouvrir la discussion, ben c'est, je vous ai dit, il y a dans les opposants aux politiques des gouvernants, il y a vraiment deux camps qui se dessinent. Donc il y a le camp que j'ai appelé covido-sceptique, qui aujourd'hui est surtout concentré sur la question pass et vax. Hein, je crois que sur les questions, est-ce que le Covid est un problème, est-ce qu'il y a réellement une mortalité, là j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de discussions, qui est un camp très hétérogène, et aussi qui est un camp dans lequel vous avez un mélange, mais qui s'explique entre autoritarisme et libertarianisme. Donc l'autoritarisme, c'est la recherche des personnes providentielles. Ah, en Italie, il y avait une banderole sur une manif, nous voulons Bolsonaro comme président pour l'Italie. Bon, donc ça, c'est le docteur Raoult, hein, bon, c'est l'homme providentiel. Et donc effectivement, quand on agroupe une poussière d'individus qui n'ont pas de véritable projet de société, il y a cette recherche de l'homme providentiel. On doit trouver la personne qui conduira le troupeau vers la solution. Et donc ça, c'est le côté fortement autoritaire, et souvent très fortement machiste. Je me souviens d'une manif ici à Bruxelles, hein, où les gens ils avaient mis des trucs de para, c'était à la fin du premier confinement. Et puis, il y a un autre versant qui est ce qu'aux États-Unis on appelle libertarien. C'est-à-dire, en gros, ma liberté, je suis roi absolu chez moi, ma liberté individuelle, elle n'admet aucune limitation, et il ne faut pas que l'État, il ne faut pas que les autres viennent m'emmerder, mais évidemment, si j'ai la générosité de penser à eux, je suis prêt à penser à eux. Hein, et donc, je peux faire de la philanthropie, je peux faire des tas de choses en faveur des autres, mais c'est moi qui décide. Et donc, dans ce côté libertarien, et ça c'est tout le registre liberticide, il y a quelque chose de très séduisant. Il y a quelque chose de très séduisant, et qui est, j'aurais envie de dire, accentué par une sorte d'attitude postmoderne par rapport à la science. Hein, de dire, bah, tout doit être relativisé.
Moi, ma perception de jeune machin qui va en discothèque et qui fait ceci, je dis que telle étude épidémiologique, elle ne me plaît pas, donc cette étude est discréditée. Ma perception de ceci ou cela fait que je me range derrière tel ou tel courant, en toxicologie. Et évidemment, sur cette base-là, le débat devient impossible, et c'est pour ça que l'issue autoritaire est la seule issue possible. Autrement dit, vous pouvez être aussi libertaire, aussi promoteur de la liberté générale, vous n'avez aucune solution à vos problèmes à partir du moment où vous admettez que chaque individu est un royaume indépendant avec sa propre subjectivité et que toutes ces subjectivités se valent. Et donc, si vous voulez continuer à vivre dans une société, ce qu'en général les gens veulent faire, ben, à ce moment-là, soit vous créez un espèce d'îlot complètement séparé du reste du monde, il y en a quelques-uns qui l'ont essayé, soit vous devez aller vers une solution autoritaire. Ce sera cette solution autoritaire qui permettra quand même de réaliser une certaine coexistence. Alors, en ce qui concerne maintenant ce que j'appellerais le troisième camp, qui est le camp d'une critique des politiques publiques, mais une critique dirigée vers, avec une perspective d'émancipation et une perspective d'égalité sociale, il s'est manifesté tout au long de la crise, et ça c'est évidemment très important, avec des niveaux très inégaux d'un pays à l'autre, et aussi sans doute à la fois sans grande continuité, et avec souvent, je dirais, des angles d'attaque qui étaient assez sectoriels. Premier point, c'était le conflit sur les lieux de travail. Donc ça, j'en ai déjà parlé, partout dans le monde, mais dans certains pays plus que d'autres, à chaque étape, il y a eu des conflits sur les lieux de travail, contre l'absence de prévention, contre... si vous pensez vraiment à ce qui s'est passé dans les différents entrepôts du groupe Amazon, parmi les livreurs, etc. Donc ça a été un conflit important, et ça reste un conflit important, même si souvent il prend aujourd'hui plutôt des formes de micro-conflits, c'est-à-dire exiger qu'on fasse l'évaluation des risques, ne pas accepter que le patronat décide seul de l'organisation du travail, etc., etc. Et donc il y a eu des pics, il y a eu aussi des moments plus creux, mais c'est une base importante, plus forte dans certains pays, moins forte dans d'autres. Par exemple, en Italie, c'était extrêmement fort pendant la première vague, pour imposer la fermeture de nombreuses usines en Italie du Nord. Donc là, c'est intéressant, et en même temps, c'est peut-être un peu tragique de penser que les villes où aujourd'hui les antipasses peuvent mobiliser des dizaines de milliers de personnes sont parfois les mêmes villes où, il y a 1 an et demi, il y a eu des grèves importantes pour fermer les usines parce que les travailleurs disaient non, chez nous c'est pas du tout essentiel, continuer à produire des engrais chimiques, continuer à produire des produits esthétiques, on ne voit pas pourquoi, et le gouvernement avait décidé de manière arbitraire que toute la chimie était une activité essentielle. Alors c'était vrai pour certaines choses de base, c'était vrai pour les médicaments, c'était vrai pour des désinfectants, c'était pas forcément vrai pour l'ensemble de la chimie. Alors, il y a une autre critique, un autre courant dans lequel le travail aussi a joué un rôle important, mais ça va au-delà du travail, c'est la question des travailleurs sans papier. On est bien placé ici en Belgique, avec la grève du béguinage. Il y a eu en Italie, parmi les travailleurs agricoles en Italie du Sud, il y a eu aussi des mobilisations importantes. Il y en a eu à un niveau beaucoup plus faible en Espagne. C'est clair que dans une situation comme le Covid, la situation des travailleurs sans papier, c'est la situation la plus vulnérable qui soit sur le terrain du travail. Donc on peut, dénoncer énormément de choses sur le terrain du travail, mais si vous êtes sans papier, par définition, on vous impose les pires choses sans que vous puissiez réagir. C'est une mobilisation donc, qui a existé, qui n'a pas forcément trouvé tous les échos qu'elle aurait dû trouver, les seuls syndicats. Enfin non, il y a eu plus que ça, mais je dirais, il y a eu en Italie, par exemple, au moment des grèves des travailleurs saisonniers, il y a eu des activités syndicales pour étendre la solidarité. En fait, je dirais, c'est certainement pas arrivé à un niveau suffisant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en parallèle, la crise du coronavirus a aussi réactivé tout ce qui est lutte contre le racisme et la discrimination sur ce terrain. Donc en Belgique, la première grande manif, vers la fin de la première vague, je dirais, c'est la manif qui a eu lieu place Poulart
contre les violences policières, et qui était une surprise, je crois, pour tout le monde, de voir qu'il y avait tellement de gens qui y allaient. Donc qu'il y ait une manif, en soi, c'est pas une surprise, mais qu'il y ait une telle adhésion, que cette manif s'exprime avec une telle force, ça, je crois que c'était une surprise pour tout le monde. Et ça montre deux choses, mais ça, on le voit tout au long de la crise du coronavirus, c'est comment des questions qui sont évidemment largement antérieures, la question des brutalités policières, elle ne commence pas le jour du confinement, elle a une beaucoup plus longue histoire derrière elle, mais sont exacerbées par les conditions ici du confinement. Parce qu'il y avait le sentiment, alors là, de nouveau, c'est au minimum la perception que quand la police faisait ses contrôles, il y avait quand même comment dire, le vieil instinct du contrôle au faciès qui reprenait le dessus. Et donc on avait plus de chances de se faire contrôler, de se faire mettre une amende si on était black que si on ne l'était pas. Et donc cet élément, évidemment, a fait ressurgir un problème beaucoup plus ancien qui existait déjà, mais l'a fait ressurgir avec force et a permis une mobilisation assez importante à ce moment-là. Et de façon générale, par exemple, quand on voit le succès de Black Lives Matter aux États-Unis, ce n'est pas un hasard si c'est... Enfin, il est lié au Covid, tout en, évidemment, répondant à des questions qui sont largement antérieures. Hein, donc ce n'est pas une mobilisation sur le Covid, mais c'est une mobilisation qui éclate à un moment où aux États-Unis, c'est très clair, la mortalité parmi les Noirs et parmi les Latinos est nettement plus élevée. Ne fût-ce que parce qu'au niveau de leurs conditions de travail, ce sont les postes, enfin, souvent, ce sont les postes les plus exposés. Hein, donc ce n'est pas une question, évidemment, d'ordre biologique, c'est simplement le fait d'être beaucoup plus exposé par des conditions de travail qui sont mauvaises. Et donc là, de nouveau, on a un mouvement avec une histoire évidemment nettement plus ancienne, mais qui se réactive par les conditions mêmes que la crise a créées. Alors, la question de la critique féministe est certainement fondamentale. Hein, donc, quand on dit les femmes ont été en première ligne au moment du confinement, c'est indiscutable. Mardi, je vous ai parlé du secteur de la santé. Voilà, c'est le secteur le plus féminisé de l'emploi en Europe, avec 70% de femmes. Donc, la critique féministe est elle-même liée à celle des conditions de travail. Et de nouveau, ça a à la fois réactualisé certaines choses et peut-être amené au dépassement d'un certain nombre de limites de mobilisation immédiatement antérieure. Ça, c'est justement là, dans le livre d'Anne Lambert, j'ai trouvé ça très intéressant. Elle dit, quand on fait une enquête sur les inégalités dérivant du Covid, en ce qui concerne le travail, tant rémunéré que non rémunéré, en ce qui concerne le travail dans les entreprises et en ce qui concerne le travail domestique, cela remet en partie en question la focalisation de ce qu'elle appelle les féministes de la troisième génération, de la troisième vague, sur la question des violences. Ce qui ne veut pas dire que la question des violences soit négligeable, pas du tout. Et donc, elle montre le lien qu'a la question des violences avec la question de l'inégalité dans le travail. Mais elle montre que le point important, c'est aussi de ne pas ignorer cette cause des violences, de ne pas se limiter à la dénonciation de violences individuelles dans les rapports entre hommes et femmes. Et je crois que ça, c'est aussi un élément important. Et il y a encore d'autres exemples. Oui, c'est évidemment la question écologique. Alors là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est clair que si on examine les causes du coronavirus, la crise écologique joue un rôle important. Alors de nouveau, il ne s'agit pas maintenant, puisqu'on ne peut pas trancher, de dire on est sûr que l'origine c'est le passage direct de l'animal à l'humain, mais ce dont on est complètement sûr, c'est que ce passage direct de l'animal à l'humain, donc les zoonoses, ça va se multiplier. Et ça va se multiplier en raison de la crise écologique, ça c'est inévitable. De même que la croissance démentielle du transport aérien a été évidemment, bon, le coronavirus a pu voyager en avion première classe partout dans le monde en très peu de temps. Hein, si on prend des pandémies précédentes, on avançait au rythme des paquebots et du chemin de fer. Cette fois-ci, le virus a pu se déplacer au rythme de l'avion parce qu'il y a effectivement une croissance gigantesque de la navigation aérienne. Alors, on a tous ces éléments qui sont là. Parmi ceux, mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas une question d'ordre de hiérarchie ou de priorité. Je crois que c'est simplement ceux auxquels j'aurais envie de dire que je suis le plus sensible. L'un, c'est la question de la démocratie au travail.
je crois que sans démocratie au travail, d'une part, on ne résout pas les problèmes qui surgissent au travail, et dans tous leurs aspects, hein, donc je ne parle pas ici uniquement de la question de lutter contre le coronavirus, les problèmes par exemple du secteur de la santé, les problèmes du télétravail dont on avait parlé, je crois, c'est mardi, tous ces problèmes ne peuvent être affrontés que en apportant un changement fondamental sur le terrain de la démocratie au travail. Et donc ça pour moi, c'est un élément important dans les débats qui viennent. Et un autre élément qui est moins visible, moins important, mais qui a, à mon avis, enfin, un lien très pertinent avec la crise du coronavirus, c'est aussi la question du contrôle démocratique des technologies. Donc, dans le cas du coronavirus, une des hypothèses qui a été soulevée de manière raisonnable, et donc je ne veux absolument pas trancher sur les différentes hypothèses en présence, c'est l'accident de laboratoire. Et donc, indépendamment de la question de savoir quelle est l'origine du SARS-CoV-2, donc celui auquel on a affaire à présent, ce qui est clair, c'est qu'il y a un problème concernant l'utilisation sans limite des possibilités technologiques. Donc les possibilités technologiques actuelles permettent de créer ce qu'on appelle de créer des mutagènes sous une forme dirigée. Autrement dit, vous avez désormais une technique qui est en fait de l'ingénierie dans laquelle vous pouvez modifier l'ADN. Et c'est tout à fait intéressant, hein, notamment en termes de santé publique, de pouvoir effectivement travailler dans des laboratoires sur des virus. Donc ça, c'est le côté positif de cette avancée technologique. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut travailler sans... Alors, il y a une première question, pardon, qui est celle de la sécurité. Autrement dit, ce genre de travail ne doit être fait que dans des laboratoires avec des conditions de sécurité particulièrement strictes et qui devraient être sous contrôle public. Autrement dit, ce n'est pas simplement des systèmes de certification qui doivent être mis en place. Et donc ça, c'est un premier élément. Donc c'est comment est-ce qu'on travaille. Et deux, c'est qu'est-ce qu'on fait comme travail. Et dans la question qu'est-ce qu'on fait comme travail, je crois qu'il faut combattre une habitude qui est forte et qu'on comprend dans le monde scientifique, qui est de dire on fait tout ce qui est possible parce que les plus belles inventions, c'est dû au hasard. Ce qui n'est pas entièrement faux comme raisonnement. Mais dans ce travail sur les virus, le niveau de risque est tel qu'on ne peut pas se permettre de dire simplement on fait ce qu'on veut faire en termes de recherche, tout en appliquant évidemment des consignes de sécurité dans le laboratoire. Je crois qu'il y a aussi une décision politique à prendre, savoir qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on ne recherche pas. Et certaines recherches sont utiles, indispensables, on peut énormément avancer dans la lutte contre un certain nombre de maladies, et donc ce serait hautement utile. Donc il ne s'agit pas d'arrêter l'ensemble de ces recherches, loin de là, mais il faut remettre sur table qu'est-ce qu'on fait comme recherche, qu'est-ce qu'il y a comme recherche aujourd'hui, et quelle est leur justification. Et je crois qu'aujourd'hui, le critère à observer, c'est qu'il faut une justification positive. Donc il ne suffit pas de dire il n'y a pas d'obstacle en termes négatifs. Donc je ne fais pas de la recherche, par exemple, à des fins militaires, je ne fais pas de la recherche à des fins condamnables. Ce qui déjà n'est pas garanti. Mais enfin, ça, ce serait déjà un premier niveau. Je crois qu'il faut arriver à une exigence qui est une exigence supérieure, c'est de démontrer le caractère utile, potentiellement utile, bien entendu, potentiellement utile de la recherche en cours, et sinon on l'arrête. Et sinon on observe un moratoire par rapport à cette recherche. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas aller plus loin. Je vous dis, je crois que c'est aussi très riche d'avoir le débat. Donc c'est maintenant à vous de prendre la parole. Parmi les conséquences de la pandémie, c'est-à-dire ce que la pandémie a permis de comprendre, il y a aussi un fait dont vous n'avez pas parlé en ce qui concerne les sciences et la technologie. C'est effectivement la révélation que l'on a eue du caractère capitaliste de la distribution des médicaments. Et de là, effectivement, non seulement
problème de la distribution vers les pays du tiers-monde, mais également les rythmes de distribution et de production en fonction des intérêts des sociétés pharmaceutiques en Europe. On prend plusieurs interventions. Merci. Oui. Trois remarques. Tout d'abord sur l'orientation générale des politiques gouvernementales. Je trouve que quelque part, on a quand même affaire à... D'abord, il y avait trois options, il n'en reste plus que deux. Disons que la première option de l'immunité grégaire ou du troupeau, elle s'est disqualifiée d'elle-même, mais les deux options qui se sont vérifiées être soit efficaces, soit totalement inefficaces, mais on est toujours embarqué, on a toujours à subir les conséquences, c'est soit zéro Covid ou vivre avec. Et je dirais que les pays d'Asie ont pris cette option-là du zéro Covid avec des mesures autoritaires, avec une intervention puissante de l'État, etc. Mais bon, par exemple, on peut prendre le cas du Vietnam, et quand même, pendant un an, ils ont réussi à contenir les contaminations avec les moyens les plus rudimentaires, c'est-à-dire le protocole de Karl Urban, c'est-à-dire un protocole qui date du XIIIe siècle, de la lutte contre les épidémies, contre la peste. C'est-à-dire avec une politique de quarantaine très stricte, avec par exemple le personnel soignant qui vit dans les dortoirs à côté des sections Covid, et toute une série de mesures qui ont été efficaces jusqu'au point où, évidemment, un des variants a fini par quand même entrer dans le pays et circuler notamment par, disons, les usines du sud du Vietnam qui ont été des foyers. Mais là aussi, l'intervention qu'ils ont prise, c'est la même que, disons, la Chine ou mutatis mutandis Taïwan ou la Corée, c'est-à-dire c'est une biopolitique qui choisit la santé publique avant l'économie. Et s'il faut confiner pendant 2 mois, on le fait pendant 2 mois, de façon extrêmement stricte, ce qui réduit la circulation du virus et ce qui finit par l'éteindre pendant un certain temps, jusqu'à ce que, évidemment, le problème étant mondial, les variants finissent par également menacer une recrudescence et un retour de la pandémie. Mais disons que cette orientation générale-là, du zéro Covid, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu ici. Donc à reculons, ça a été fait au printemps 2020, puis à l'automne 2020, c'était à minima, c'est-à-dire avec les écoles ouvertes pendant encore plusieurs semaines, avec une circulation assez large dans le milieu des entreprises et dans l'espace public, et puis au printemps 2021, rebelote. Et donc quelque part aujourd'hui, les politiques gouvernementales, elles se sont, je ne sais pas, c'est la question que je voulais poser, soit elles se sont illusionnées sur l'efficacité du vaccin, soit elles nous ont raconté des bobards en disant qu'avec les vaccins, ça allait résoudre le problème. Or, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que, et ça c'est peut-être un débat aussi sur le point de vue que tu défends, à savoir la vaccination obligatoire, on a une pluie de vaccins, mais dont l'efficacité est limitée dans le temps, qui réduisent la circulation, mais pas totalement, qui réduisent fortement les cas graves, mais pendant un certain temps. Et donc on a des covido-sceptiques qui trouvent des arguments dans le fait que finalement les vaccins très commerciaux et capitalistes que nous avons sont finalement des semi-vaccins ou des sérums qui fonctionnent que pendant un certain temps. Et donc là, toute la politique gouvernementale en Europe occidentale qui misait sur, disons, une éradication, entre guillemets, grâce à des campagnes de vaccination de masse, va finir par produire un effet boomerang incroyable, parce qu'on va avoir cet hiver-ci une vague qui monte plus lentement, mais avec de nouveau un cortège d'hospitalisation et de décès et de cas graves, et entre-temps, des variants qui vont circuler avec un échauffement immunitaire, etc. Donc cela nous met dans une situation extrêmement délicate, parce que tous ceux qui pensaient qu'après la crise, on allait tout changer, ou qu'après 1 an ou 2, on allait pouvoir parler d'un autre monde et d'une période plus radieuse, ils vont devoir constater qu'on est parti pour une galère qui va durer des années. Et donc, quelle position adopter en tant que, disons, progressiste, militants de gauche, militants syndicaux, intellectuels, scientifiques, etc. C'est de ça qu'il faudrait quand même débattre, parce que pendant les années à venir, on va connaître une situation où la pandémie devient, à un moment donné, une épidémie,
puis elle est endémique, puis elle redevient pandémique, par la bande, par les variants, par des vaccins qui ne fonctionnent que pendant un certain temps, avec des covido-sceptiques qui vont de plus en plus résistants, puisque à quoi bon se vacciner si c'est pour une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième piqûre. Donc ça souligne, je pense, la délicatesse de la situation dans laquelle nous sommes, parce que comme on a une extrême droite, on a des populistes d'extrême droite qui sont là en embuscade et qui sont en train de conquérir des pans entiers de la population ou des opinions publiques, on va dire. Et donc je pense que de ce point de vue-là, quelque part, il faut trouver un point d'ancrage, et l'orientation générale que je défends, c'est zéro Covid, par tous les moyens nécessaires, donc y compris une recherche scientifique ambitieuse, fondamentale, qui soit relancée pour des vrais vaccins, et bien la levée des brevets, etc., mais aussi des mesures contraignantes, type confinement, s'il le faut, quand il le faut, et pas à reculons, parce que sinon, voilà, c'est pas la peine. Enfin, si, c'est la peine, c'est parfois avec des résultats qui n'apportent pas grand-chose. Voilà. Laurent, je reviens sur une phrase de lundi, donc je ne sais pas si tout le monde était là, mais à condition égale, une politique bien meilleure était possible. En fait, c'était l'une de tes conclusions en critiquant tout ce qui avait été fait et dit. Et aujourd'hui, ce qui est super, c'est que tu donnes l'exemple du vaccin contre la poliomyélite. Alors ma question, c'est pourquoi on n'a pas les mêmes phénomènes contre cette vaccination obligatoire avec des effets secondaires, enfin, tu cites toutes les études, pourquoi on n'a pas en gros des poliomyélitosceptiques? Pourquoi on n'a pas la diffusion des fake news sur la poliomyélite? Pourquoi? Et donc qu'est-ce qui s'est passé avec cette politique qui explique qu'on a raté tout avec le Covid? Alors moi je me posais la question juste par rapport à la France, vous avez expliqué créer des conditions des laboratoires par rapport aux gènes, pathogènes, etc. En fait, la question réelle c'est de savoir est-ce qu'il réellement il existe un comité au niveau international d'éthique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, parce que voilà, j'ai entendu un peu partout que voilà, il y a eu des fuites par rapport à ce virus, de la fuite de labo, que c'est venu d'un Ebola, enfin voilà, j'ai tout entendu, mais concrètement, dans le cadre d'une recherche, est-ce que vraiment c'est encadré, est-ce qu'il y a vraiment une éthique derrière ça? Je vais peut-être déjà répondre ici. Alors, d'abord sur la question zéro Covid, je crois donc je me souviens, il y a eu, je ne sais plus, c'était cet été, je crois, une pétition qui est partie surtout d'Allemagne, en fait, qui a circulé un peu partout en Europe, en disant en gros des mesures très strictes de confinement pendant une durée limitée pour pouvoir tourner la page avec zéro Covid. Le doute que j'ai, c'est par rapport à la dimension internationale. Autrement dit, et donc ça renvoie à ce dont j'avais parlé lors du premier exposé, c'est le fait que le Covid est une pandémie de la mondialisation, mais toutes les fonctions de la reproduction en termes de santé, d'éducation, etc., sont organisées par les États nationaux. Et donc, évidemment, voilà, l'OMS n'est pas un gouvernement mondial de la santé. L'OMS émet des recommandations, publie des statistiques, donne des conseils, en fait toute une série de choses, mais ce n'est pas elle qui écrit les politiques sanitaires nationales. Les politiques sanitaires nationales sont écrites chaque pays par pays, parfois même région par région. Et donc, ça c'est un des problèmes qui se posent évidemment en termes de cohérence des politiques, c'est qu'on peut avoir des politiques très avancées dans certains pays qui produisent de bons résultats. Après, j'essaierai de distinguer un peu d'un côté le Vietnam, la Chine et de l'autre côté Taïwan. Je crois que c'est pas... Enfin, il y a des choses semblables, mais il y a beaucoup de différences. Donc on peut avoir des politiques nationales qui donnent des bons résultats. On peut arriver... ça, c'est un peu l'illusion de l'Australie. Bon, justifié par le fait que c'est une île, donc déjà c'est beaucoup plus facile évidemment d'imaginer une politique australienne anti-Covid que d'imaginer une politique sur le continent européen ou sur le continent asiatique ou en Afrique. Bon,
quand vous êtes une île, c'est clair que ça facilite les choses. Ça les facilite, mais enfin, on ne peut pas non plus imaginer que l'Australie se coupe de tout contact avec le reste du monde pendant une très très longue période. Donc elle a fait un isolement quasi complet pendant certaines périodes, et avec des mesures vraiment très très strictes, mais rendues possibles, entre autres, par le fait que c'est une très grande île. Hein, c'est une île. Et donc on peut facilement contrôler les arrivées et les sorties. Sur d'autres territoires, c'est impensable. Donc ça c'est un élément. Et étant donné justement les énormes inégalités qu'on a, y compris en termes de vaccination, c'est un des éléments qui affaiblit la vaccination. Parce que si on n'a pas, je ne vais pas dire simultanéité, mais en tout cas une certaine synchronie dans la progression de la vaccination, c'est clair qu'on va avoir de plus en plus le risque que des variants nouveaux apparaissent et remettent en question l'acquis de la vaccination. Et donc, ça c'est un des éléments, je dirais, qui plaiderait sur un plan strictement, enfin sans même aborder la question des inégalités, mais sur un plan strictement médical, pour la levée de brevets, de manière à rendre possible la fabrication de vaccins au niveau mondial et leur administration. Alors l'administration suppose des conditions plus difficiles à remplir que la simple fabrication. Il y a d'autres obstacles qui doivent être surmontés. Donc voilà, personnellement, je crois que l'objectif zéro Covid, je parle dans l'immédiat, mais quand je dis immédiat, allez, mettons dans les 12 mois qui viennent ou les 24 mois qui viennent, c'est pas juste demain. La politique zéro Covid, l'objectif zéro Covid me paraît impossible à atteindre. Par contre, il peut y avoir effectivement et quand on prend justement l'exemple de la poliomyélite, c'est intéressant parce que, en gros, ça commence à la moitié des années 60 et il n'est pas impossible qu'il y ait une éradication totale de la poliomyélite, mais elle est encore à venir. Donc on a quand même un travail qui s'étend sur une très longue période. Et on pourrait imaginer la même chose pour le papillomavirus. On pourrait imaginer l'extinction totale du papillomavirus, mais ça demande des moyens importants, et donc ça ne s'envisage pas dans une très courte période. Alors, le grand problème qu'on a avec le Covid par rapport à la poliomyélite ou par rapport aux maladies provoquées par les HPV, c'est justement la temporalité. C'est que la contagion se fait très rapidement, les morts arrivent très rapidement. Hein, et donc, ça rend les choses d'autant plus sensibles. Hein. Pour la poliomyélite, les personnes gravement atteintes, gravement handicapées, ça se voit petit à petit au bout d'un certain nombre d'années. Même chose pour les cancers du col de l'utérus. Je ne sais pas, le jour où vous avez le rapport sexuel, que le lendemain vous aurez le cancer. Il va s'écouler un certain nombre d'années entre les deux. Donc on a une temporalité différente qui facilite certainement la mise en place d'une stratégie de santé publique. Alors, la question vivre avec le Covid, je crois qu'il faut différencier les perspectives quand on parle de vivre avec le Covid. Ça peut vouloir dire des tas de choses différentes. Ça peut vouloir dire on se désinvestit justement de tout ce que tu as dit, investir massivement dans la recherche, mettre en place des protocoles beaucoup plus détaillés, etc. Donc ça peut vouloir dire, ça devient un problème renvoyé à l'individu. Hein. On vit avec le Covid et c'est à vous, individu, d'accepter de vous comporter comme il faudrait, et ça on sait que c'est inefficace. Donc, sur ce point, je partage assez fortement la perspective du professeur Klumet, donc qui s'est développé et est né grâce aux luttes contre le sida et aux mobilisations collectives contre le sida, c'est de dire vivre avec le virus, c'est un ensemble de politiques de prévention collective que l'on met en place et qui vont donner des résultats. Certains seront immédiats et d'autres joueront à plus long terme. Et j'ajouterai à cela que dans le cas du Covid, donc, puisque la transmission se fait par voie respiratoire, le bénéfice de toutes ces politiques ne sera pas seulement un bénéfice Covid, ce sera un bénéfice par rapport à tout ce qui se transmet par voie respiratoire. Donc on va avoir un bénéfice additionnel, mais pas immédiat bien entendu, et ça on l'a déjà vu avec le premier confinement par rapport à la grippe. On va avoir un bénéfice additionnel par rapport à d'éventuels nouveaux virus se transmettant par les voies respiratoires. Et donc ça signifie véritablement à ce moment-là des règles en matière de ventilation, en matière pour toute une série d'éléments qui sont à la fois au travail et hors travail, et il faut bien spécifier ce qui est au travail et ce qui est hors travail. On n'applique pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes règles qui doivent être nécessairement appliquées dans les deux cas. Ça implique de mettre en place ces règles et les moyens matériels. Il ne suffit pas de dire il faut ventiler, il faut encore que la ventilation soit efficace,
etc. Et donc ça, c'est un changement important. C'est un changement important par rapport à la société dans laquelle on vit. Et donc ça, c'est aussi une différence par rapport à ce qui s'est passé en Asie. Alors maintenant, sur la question, tu dis zéro Covid, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a aussi à ce moment-là le risque de dérive autoritaire. Hein. Et je crois que les dérives autoritaires, elles sont problématiques par rapport à l'ensemble de la société. Donc, hors Covid, ça pose évidemment un problème. Ah, donc, la biopolitique telle qu'elle a été menée par la direction chinoise, c'est clair que son but, enfin, je dirais son but premier, ce n'est pas d'affronter uniquement la question du Covid, c'est de renforcer un système de contrôle de l'ensemble de la population. Et le Covid a été une opportunité qui s'est offerte, hein, qui n'était pas préparée bien entendu, hein, de légitimer un ensemble de pratiques de contrôle des populations. Et donc qui a été poussé à un point beaucoup plus avancé, mais qui a été poussé avec des conséquences en termes d'inégalité sociale qui sont terrifiantes. Par exemple, dans les grands sous-traitants de l'informatique, quand un travailleur, ce qu'on appelle en Chine les travailleurs immigrés, mais ce n'est pas des immigrés, ce sont des migrants des zones rurales. Hein. Donc quand un travailleur de cette catégorie-là, on va dire précaire, venant d'une zone rurale, était positif, on le renvoyait dans son patelin natal, il n'avait plus accès au dortoir. Alors, il n'est plus accès au dortoir, ça se comprend en termes de contamination. On aurait dû évidemment lui fournir un logement alternatif. Non, on lui disait, tu prends tes clics et tes claques et tu rentres dans ton bled. Hein. Et donc là c'est clair que la question c'était, pour les dirigeants chinois, maintenir à tout prix le fonctionnement des usines sous-traitantes, c'est les premiers producteurs au niveau de tous les équipements informatiques, maintenir à tout prix le fonctionnement de ces usines, quitte à ce que le bonhomme aille transporter son virus dans le village. Ça, bon, on résoudra plus tard. Et donc là, je crois que quand on dit il y a des réponses en Asie qu'on explique parfois de façon un peu culturelle par le confucianisme, etc., il faut être prudent. Et la réponse de Taïwan repose essentiellement sur une médecine où l'attention primaire occupe une place importante et où il y a, je crois, un effort réel de contact entre ces agents sanitaires et la population. Dans le cas de la Chine continentale, c'est différent. Autrement dit, dans le cas de la Chine continentale, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le représentant dit au médecin à fermer votre gueule, on ne parle pas de ça, parce que c'est pas c'est pas à l'ordre du jour. Il n'est pas question d'aborder la question d'une maladie, alors qu'on est à la veille des célébrations du Nouvel An chinois, etc., etc. Et ça porte malheur de parler de maladie dans ces conditions-là. Et puis, du jour au lendemain, il faut lire le livre sur Wuhan. J'ai oublié maintenant j'ai oublié le nom de l'écrivaine. Tang Fan. Il faut le lire, je crois que c'est vraiment... Enfin, c'est un livre qui est poignant quand elle montre qu'on leur dit tout va bien, tout va très bien, et puis clac, en moins de 24 heures, on ferme tout, et des gens qui sont juste sur les routes parce qu'ils doivent rentrer soit de Wuhan vers leur village ou de leur village vers Wuhan, se trouvent bloqués par la milice, et on n'a rien prévu pour eux. Donc ça, c'est quand même une autre approche que celle qui a été suivie par Taïwan. Mais les deux ont fourni des bons résultats. Donc si on prend ça c'est clair, hein, si on prend les taux de contamination en Chine et à Taïwan, ils sont remarquables. Et il peut y avoir peut-être un peu d'exagération au niveau de la correction des statistiques, mais c'est clair que c'est la réalité, hein, à peu de choses près. Voilà. Et donc, de mon point de vue, je crois que ce qui était important, alors, c'est de se dire, mais ça veut dire quoi vivre avec le virus? Dans ce vivre avec le virus, la vaccination a un rôle important, mais ce n'est certainement pas, et ça c'est l'illusion de nouveau technocratique, hein, j'en avais parlé par rapport à la tuberculose, on n'a pas vaincu la tuberculose uniquement par des molécules. On n'a pas vaincu la tuberculose uniquement par les antibiotiques et la vaccination. Il y a eu des facteurs beaucoup plus importants qui ont joué enfin c'est une victoire relative, mais disons à la victoire relative contre la tuberculose. Et je crois que c'est la même chose pour le Covid. Autrement dit, la vaccination a un rôle important à jouer parce que ça va réduire le niveau de risque. Voilà. Donc, des personnes vaccinées vont continuer à contaminer d'autres, mais elles vont les contaminer moins que si elles n'étaient pas vaccinées. Des personnes vaccinées vont continuer à tomber malades, mais elles vont tomber malades moins souvent et de façon moins grave que si elles n'avaient été pas vaccinées. Donc, de toute façon, on a, de ce point de vue-là, un bénéfice clair de la vaccination. Mais la vaccination toute seule,
là, c'est clair que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que déjà, avec de toute façon, il y a une partie de la population pour laquelle, ça c'est universel pour n'importe quel vaccin, hein. Un vaccin est efficace à 90%, 80%, 50%, enfin bon, donc il n'y a pas un seul vaccin qui soit efficace à 100%. Donc de toute façon, il y a une partie de la population qui ne bénéficie pas de la vaccination. Maintenant, si le vaccin a un taux d'efficacité très élevé, il y a quand même une protection collective qui se crée même pour les personnes pour lesquelles ce n'est pas efficace. Mais dans le cas du Covid, ce qui est clair, c'est que d'une part, il y a la vaccination, et d'autre part, il y a toute la question d'une prévention collective qui doit être nettement améliorée et sur laquelle aujourd'hui on est très très peu focalisé, à part les quelques conseils, lavez-vous les mains, enfin portez le masque, etc. On n'a pas beaucoup avancé en termes de prévention collective. Et il y a la question évidemment de la recherche de traitements. C'est clair que voilà, si on arrive à trouver des traitements efficaces qui réduisent fortement le taux de mortalité, ben, ce sera quelque chose d'important qui est gagné. Et donc il y a pour le moment différentes recherches, etc. Et il y a aussi, je dirais, la recherche fondamentale qui est également importante, qui peut donner des résultats. Donc j'avais donné l'exemple, hein, il y a eu une recherche fondamentale sur les coronavirus en général, donc pas sur le SARS-CoV-2, avant l'apparition du SARS-CoV-2, puis passé le MERS, on a coupé les budgets de cette recherche fondamentale et on est passé à d'autres priorités. Et donc là, c'est clair qu'il y a une planification de la recherche qui doit être faite, tenant compte du fait que les zoonoses vont être de plus en plus nombreuses, et donc on a intérêt à développer la base des connaissances qu'on a en ce qui concerne les zoonoses. Alors, sur la question des vaccins, bon, c'est clair, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place de façon immédiate, que créer des entreprises publiques qui couvrent toute la chaîne, depuis la recherche initiale jusqu'à la production des vaccins, serait quelque chose de très important. Et d'ailleurs, un des très rares pays qui a cela, c'est le Brésil. Alors ça a été sous-financé ces derniers temps, etc. Mais c'est intéressant que, au moment de la création du système unique de santé, ils ont aussi mis en place une industrie pharmaceutique d'État. Et qu'elle a surtout joué un rôle par rapport à la question du sida. Hein. Pour le reste, c'est plutôt un rôle économique, c'est-à-dire qu'elle fabrique des génériques, je dirais, courants qu'on utilise dans le système sanitaire brésilien, et ça permet de gagner un peu d'argent par rapport au prix du marché mondial. Mais ça ne fait pas une énorme différence. Mais pour la question du sida, ça a été une très grosse différence. Et donc les succès dans la lutte au Brésil contre le sida, qui ont été considérables dans les années 90 par rapport aux autres pays qui connaissaient les mêmes conditions sociales, s'explique par un ensemble de facteurs qui commence par des mobilisations contre le gouvernement, et puis qui arrive à modeler petit à petit toute une série de politiques publiques et à mettre en place des instruments qui sont des instruments pas totalement efficaces, mais en tout cas beaucoup plus efficaces que ceux qui étaient là antérieurement. Alors il y avait aussi la question sur des contrôles mondiaux. Alors les normes de sécurité de laboratoire sont effectivement existent au niveau mondial. Hein, donc on a des classifications de laboratoire par classe de risque, et ça, il y a je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce sont des critères qui existent au niveau international. Par contre, sur la question de l'éthique, non, ça c'est du national. Il n'y a pas une instance qui trancherait sur est-ce que cette recherche est éthique ou pas. Moi, je dirais que c'est une question qui est éthico-politique. Hein, elle n'est pas strictement éthique, parce qu'en général, dans les critères éthiques, on a quand même un nombre de, ce qu'on considère, c'est assez limité. Hein, on a des principes de base sur lesquels on va effectuer la vérification, mais en ce qui concerne les impacts sociaux possibles d'une recherche, ça n'entre pas du tout dans les critères éthiques. Hein, ce qui entre dans les critères éthiques, c'est plutôt des choses de base sur le consentement, sur l'autonomie, etc. Donc, il faut élargir la notion de contrôle et passer de l'éthique à de l'éthico-politique, ou séparer éventuellement un niveau éthique à un niveau politique. Mais c'est clair que, quand on parle, pour prendre un tout autre domaine, par exemple des organismes génétiquement modifiés, ce n'est pas l'éthique qui permet de résoudre la question de savoir si on en veut ou si on n'en veut pas. C'est la politique. C'est la politique dans le sens qu'il faut mesurer l'ensemble des impacts possibles par rapport aux inégalités sociales, par rapport aux questions nord-sud, etc., etc. Et c'est sur des critères politiques qu'on peut décider, on poursuit la recherche OGM et on la met en application, ou on l'interrompt, ou on fait un moratoire, ou on la dirige vers autre chose. Enfin, ça, voilà, il y a plein de choix possibles à ce moment-là. Mais, donc là, il n'y a pas d'instance au niveau international.
Ce qu'il y a comme critères internationaux, c'est la biosécurité, c'est-à-dire comment est-ce que ces laboratoires fonctionnent, et là il y a effectivement un certain nombre de critères plus ou moins bien respectés, plus ou moins bien... de toute façon, étant donné la souveraineté des États, je veux dire, il n'y a pas une inspection mondiale systématique des conditions de travail dans les laboratoires T4. Donc ça va dépendre des autorités nationales qui elles-mêmes font rapport au niveau international. Mais on a la même chose dans le nucléaire, hein, c'est pas propre au laboratoire. Oui. J'aurais voulu que tu nous dises un mot sur le combat qui a été mené à la STIB pour le droit de retrait. Sûrement. Je vois tout le monde en conduit. Ça va aller. Voilà, mais merci beaucoup. Moi, j'en avais deux questions, ou plutôt interventions. Donc, l'une, c'était par rapport à l'Amérique latine. Je suis d'accord avec toi. Donc, quand tu parles de la santé publique comme un acteur à part. Et c'est vrai que c'est dans la plupart des pays d'Amérique latine, mais l'Amérique latine n'existe pas en fait en termes, c'est comme parler de l'Europe déjà. Donc il y en a des politiques très très différentes d'un pays à l'autre. Quand on voit les Chili ou l'Uruguay, la santé publique, on ne parle pas trop quoi, en fait. Et après aussi, tu as bien donné un bon exemple, c'est celui du Brésil, hein, mais on pourrait donner celui du Mexique et ce serait l'inverse. Voilà, la santé publique c'est un acteur à part, mais c'est un acteur à part progressiste. Et je pense qu'il a réagi d'une façon différente au Brésil, puisque voilà, c'est contre un gouvernement d'extrême droite, qu'au Mexique, où c'est un gouvernement progressiste. Ouais. D'ailleurs, on a vu il n'y a pas longtemps, maintenant en Belgique, il y a des zapatistes qui sont venus, et que pour eux c'est un geste politique, les gestes barrières. Qui d'ailleurs, et là je reviens en deuxième remarque, aussi question, c'est par rapport à cette question-là des covido-sceptiques en Europe. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, toutes les personnes soi-disant progressistes que je rencontre dans mon travail, dans ma vie quotidienne, dans la militance, etc., il y a un mépris des gens. Il y a vraiment un fort courant covido-sceptique, on dirait, des vaccins anti-pass, anti-méchants, et voilà, on est d'accord avec les trucs de on peut être anti-pass, c'est quand on est anti-tout, et finalement, c'est la gauche, en tout cas belge, française, elle est très covido-sceptique. Moi, comme latino, en fait, justement, j'ai un peu du mal à comprendre où se place. L'Amérique latine, vraiment, c'est très clairement une droite, ou bien une gauche qu'on a déjà vu que c'est ce qu'elle est, comme celle des Anglo au Mexique, quoi, hein, je veux dire, voilà. Mais, et d'ailleurs, ça le montre, parce que tu dis, oui, bon, voilà, il y a ces libertariens, mais il y en a même les syndicats. Qu'est-ce qu'a fait les syndicats actuellement? Qu'est-ce que fait la CNR, par exemple? Quand on voit qu'est-ce qu'ils sont donnés, comme tu viens de dire, comme nouveau financement pour la recherche scientifique, mais aussi pour la santé, on n'a rien donné. Tout ce qu'on a donné pour la santé, ça vient des luttes de 2019, et donc du fonds blanche qui a été négocié à ce moment-là. Mais par rapport au Covid, ils n'ont rien donné de plus. Et qu'est-ce qu'il fait la CNR? Rien du tout, il ne dénonce pas, il dit bravo, c'est super, ils sont bien négociés, donc maintenant les nouveaux budgets, on aura plus de moyens, etc. Mais par contre, ils sont une grève, ou ils menacent des grèves pour l'obligation vaccinale. Ça, par contre, ça les mobilise. Donc, il y a une drôle, je ne sais pas, je n'arrive plus actuellement à comprendre, et je ne dirais pas si facilement les covido-sceptiques sont que des libertariens et l'extrême droite. C'est beaucoup plus difficile à mettre dans un cadre politique ici en Europe, en tout cas en France et en Belgique. Quoi. En Espagne, c'est assez différent. J'ai été il y a 2 semaines, c'est assez différent, mais en tout cas, voilà, France, Belgique, c'est... Bonjour, merci. Moi, vous avez parlé des nouvelles technologies, de l'individualisme, et vous avez parlé beaucoup du virus, mais un autre virus, j'ai l'impression que les politiques n'ont pas attaqué, c'est les fake news. Ma question, c'est est-ce que les politiques, du coup, n'ont pas raté le coche là-dessus, et est-ce que l'enseignement aussi a été un peu inefficace par rapport à ça? Merci. Ah,
prends la parole, mais c'est vraiment à reculons parce que je suis vraiment un peu dépité de ce discours un peu ultra-libéral qu'on entend depuis le début. D'abord, quand on parlait de fake news, vous parlez de qui? Des réseaux sociaux, de la presse, des médias, Vous avez rencontré des gens dans les entreprises qui se sont posés des questions le jour où le Covid est arrivé? C'est à moi que vous parlez? Oui, c'est à vous que je parle. Moi, excusez-moi, j'étais le 13 mars, j'étais dans un service d'archives, j'ai vu les discussions entre les personnes qui subissaient au jour le jour les agressions des médias, qui se posaient la question de qu'est-ce qu'on va devenir et qui faisaient pression sur les gens. Je n'ai pas entendu ceci. Grâce à Henri, on a entendu le mot capitalisme. Mais sinon, le mot presse, le mot argent, le mot économique, je ne sais pas, il n'y a pas un problème là depuis des années. Il n'y a pas du tout la question de suppression de lits. Alors j'ai bien compris, l'hospitalocentrisme que nous avons fait que finalement on n'a plus besoin de lits d'hôpitaux, j'ai très bien compris. Mais de manière globale, excusez-moi, j'ai l'impression qu'on est en train de... Oui, alors on parle des combats féministes, de Black Lives Matter, des sans-papiers, on est très bien sectoriellement, c'est parfait, on avance. Mais d'un point de vue global, moi je suis assez éberlué de cette approche où on nous dit, bah oui, de toute façon, les gens qui manifestent, ils sont anti-pass, ils sont anti-vax, on ne sait pas trop ce qu'ils ont, mais je ne sais pas, vous avez discuté avec des gens dans les entreprises, vous vous êtes rencontrés en famille pour discuter avec des gens, pour voir la défiance, cette fameuse défiance. Je ne sais pas, moi, il y a quand même quelque chose qui ne va pas très bien au niveau de nos systèmes politiques. Alors, je sais bien que c'est des combats à très long terme et qu'il faudra sans doute des années et des années, hein, comme tu l'as très bien dit, pour un certain nombre de choses. Mais là, j'ai l'impression qu'on tourne en rond sur des petits trucs qui me semblent assez choquants. Donc, il n'y a pas eu une seule fois le mot presse pendant tout le... Et en plus, j'ai entendu les termes réseaux sociaux, des choses comme ça. Les décisions ont été prises à des niveaux, il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de législation, et on continue à dire, bah oui, tiens, peut-être qu'il faudrait qu'on finisse les élèves, on doit vacciner les enfants à partir de 9 ans, la vaccination c'est la solution. J'étais très content de cette intervention, parce qu'effectivement la question se pose, mais quand est-ce qu'on va s'en sortir vraiment? Les vaccinations, on nous les a imposées, on nous les réimpose, alors cette fois-ci maintenant, il faut partir pour la 3e dose, on n'a pas le choix. J'ai bien compris, on n'a pas le choix, il faut se faire vacciner. Mais alors toutes les questions, moi j'ai eu des étudiants, puisque j'ai la chance d'être étudiant ici, j'ai des étudiantes de 20 ans qui sont venues me voir en disant qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? La seule chose que j'aurais pu leur dire, c'est fais la même chose que moi, tu vas voir ton médecin et t'en discutes avec ton médecin. Parce que, effectivement, on a entendu tout et n'importe quoi. Donc je suis très mal à l'aise, je suis très très mal à l'aise par rapport à tout ça, mais c'est pas de ta faute, c'est sans doute que tout le dossier rend mal à l'aise, mais ouais, on est tous les uns contre les autres parce que chacun a sa propre idée, sa propre... Mais moi je vois bien que cette défiance, on la voit de plus en plus, cette défiance vis-à-vis de nos gouvernants et de ceux qui leur font passer le message, et pas uniquement les réseaux sociaux, je suis désolé, il n'y a pas que des fake news des réseaux sociaux, ça pose un énorme problème de société. Et excuse-moi de cette réaction. Bon, mais qu'on soit mal à l'aise, je crois que c'est inévitable. Je veux dire, le Covid, c'est quelque chose qui, depuis 2 ans, pèse sur l'ensemble de nos vies. Et donc, le fait de ressentir un malaise, je crois que tout le monde ici le ressent, et tout le monde en dehors d'ici aussi le ressent, mais que ça ne doit pas empêcher le débat politique. Et donc, voilà, il y a des divergences, et il est tout à fait normal qu'on discute de ces divergences, et voilà, ces divergences sont légitimes, elles n'empêchent pas d'avoir du respect les uns pour les autres et d'essayer d'élaborer des critères communs. Donc je crois qu'ici, en règle générale, la majorité des gens, ce sont des gens qui se définissent à gauche, parce que sinon ils n'iraient pas perdre leur temps à la chaire Marcel Lippmann. Et en même temps, il y a toute une série de questions politiques nouvelles qui sont posées par le Covid et qui n'ont pas de solution immédiate ou facile. Et donc, voilà, ça je crois que c'est important pour pouvoir maintenir la possibilité de débat. Et donc c'est pas parce que tel mot, enfin bon, en 8 heures, c'est 4 à 2 heures, il est clair qu'il y a plein de choses
dont on n'a pas parlé, et c'est inévitable. Donc on pourrait faire toute une conférence rien que sur la presse et le Covid, ou rien que sur comment fonctionne l'industrie pharmaceutique. Enfin bon, ça fait un peu partie de la règle du jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on choisit une certaine manière de présenter les choses, ben, on en écarte plein d'autres, pas parce que les autres sont inutiles ou seraient méprisables, simplement parce que voilà, donc, avec un temps limité, si on va aborder un certain nombre de questions, ça prend du temps et donc on ne peut pas aborder les autres questions. Alors, sur la STIB, parce que voilà, il y a des limites de temps, donc là je serai plutôt bref, mais je vous renverrai à d'autres sources d'informations possibles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, pour faire bref à la STIB, c'est qu'au moment où on a préparé la fin du premier confinement, donc printemps de l'année passée, la question s'est évidemment posée de reprendre à une plus large échelle l'activité des transports en commun. Hein, c'est assez logique, il allait y avoir plus de passagers dans les moyens de transport. Et la direction de la STIB a décidé de manière unilatérale un certain nombre de choses. Alors je ne vais pas détailler tous les points sur lesquels des décisions ont été prises, mais parmi les éléments qui ont été décidés par la direction de la STIB, c'est de ne plus limiter le nombre de passagers, donc d'avoir, on s'est retrouvés tous, je crois, à un certain moment dans des autobus ou des trams ou des métros qui étaient de nouveau bondés comme avant, ce qui n'était pas le cas pendant la période du confinement. Par rapport aux chauffeurs d'autobus, elle a décidé de ne pas placer une séparation entre le poste de conduite et les passagers. Donc vous avez tous pu constater qu'il y a juste une question de distance, hein, parce qu'il y a une espèce de petite chaîne qui fait que vous ne pouvez pas monter par le haut et que vous ne pouvez pas vous approcher du poste de conduite. Bon. Il y a d'autres aspects, mais il y a un autre aspect aussi très important en termes d'organisation du travail, hein, c'est le fait que pendant la période du confinement, le personnel de conduite montait au dépôt et descendait au dépôt. Donc il n'y avait pas de montée dans le moyen de transport en cours de route comme ça se faisait avant et comme ça a commencé à se refaire à partir du moment où il y a eu le déconfinement. Donc voilà, c'est toute une série d'enjeux. Alors, il y a un problème aussi de respect de ce minimum de démocratie qu'est l'existence des CPPT, puisque les décisions ont été prises sans qu'il y ait de réunion du CPPT, donc du Comité de sécurité et hygiène, où se trouvent des représentants des travailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Les plus d'un millier, autour de 1300 travailleurs ont exercé ce qu'on appelle le droit de retrait. Alors, le droit de retrait existe en Belgique depuis très longtemps, hein, plus de 25 ans, mais il n'avait en tout cas jamais été documenté. Donc, s'il a été utilisé, c'était peut-être une fois ou deux de façon un peu invisible, enfin, sans que ça fasse beaucoup de vagues, mais en tout cas, on n'a aucun élément qui permette de dire que le droit de retrait ait été exercé avant que l'initiative des chauffeurs de la STIB. Et la direction a pris des représailles contre l'exercice du droit de retrait. Concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait? Représailles économiques, on n'a pas payé le salaire pour la période correspondante, et représailles dans le système, je dirais, disciplinaire interne de l'entreprise, c'est les gens ont été notés dans leur dossier, et donc personne n'a été licencié pour l'exercice du droit de retrait, mais c'est un risque futur de licenciement, puisqu'ils ont des notes négatives qui pèsent par rapport à eux. Étape suivante, et donc cette grève, l'exercice du droit de retrait n'a pas été appuyé par les organisations syndicales. Alors là, il y a toute une histoire des relations professionnelles à la STIB que je vais vous épargner, mais qui explique en grande partie comment les choses se sont passées. Et le collectif des travailleurs de la STIB va, pour la première fois dans l'histoire de la Belgique, va en justice pour une question collective concernant les questions de santé et sécurité au travail. Donc c'est vraiment un précédent pour la Belgique. Dans d'autres pays, c'est quelque chose de courant. En France, on a toute une jurisprudence sur le droit de retrait qui, bien avant l'existence du Covid, donc on voit, je dirais, relativement clair dans quelles conditions peut s'exercer le droit de retrait grâce à cette jurisprudence. En Belgique, on n'avait strictement rien, et donc il va y avoir ce procès. La STIB a gagné sur un point, c'est que le procès va avoir lieu dans ce qu'elle considérait être la période hors Covid, mais je ne suis pas sûr que c'est... parce que, bon, au moment, donc elle est parvenue à chipoter pour qu'il n'y ait pas de décision judiciaire encore au cours de cette année-ci, en pensant qu'à ce moment-là, le Covid serait derrière nous. Là, bon, elle ne pouvait pas le calculer, et nous non plus, donc voilà. Et
donc c'est un procès qui est important. Pourquoi? Parce que ça, comme toujours, ça va jouer pour l'ensemble du monde du travail. C'est pas uniquement pour la question de la défense des travailleurs en question à la STIB, c'est que c'est la première fois qu'on mettra le droit de retrait en discussion devant un tribunal. Donc ça, c'est évidemment un élément très important. Ça va aussi jouer en cas enfin, si le tribunal donne raison aux travailleurs par rapport aux mesures de prévention même adoptées à la STIB. Et donc là, c'est clair que ça permettra de créer un rapport de force pour que les travailleurs de la STIB imposent des mesures d'hygiène suffisantes. Et donc là, je vous avais déjà fait remarquer, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, l'histoire des métros où il n'y a absolument aucune ventilation qui est assurée. Alors ici, il ne s'agit pas du personnel, mais il s'agit de l'ensemble des passagers. Mais il y a encore d'autres choses. Et alors, mais ça c'est l'absurdité, enfin, ça c'est le petit côté belgo-belge, les autobus de Delaine et les autobus Tech, eux, ont adopté le système de séparation que réclament les travailleurs de la STIB. Et aux travailleurs de la STIB, on dit que c'est trop cher, et à ceux de Delaine et de Tech, manifestement, ça n'a pas posé de problème. Alors, oui, sur le plan maintenant strictement des données dont j'avais parlé mardi, sur la mortalité différenciée, là de nouveau, il n'y a pas de doute possible. Quand on examine la mortalité différenciée par groupe socio-professionnel chez les hommes, le secteur des transports en commun est un secteur qui a été durement frappé par le Covid. Et donc là, on a des données aussi bien des États-Unis que de Grande-Bretagne, enfin de différents pays, donc qui montrent que la perception que les travailleurs avaient du risque au moment de l'exercice du droit de retrait est de toute façon confirmée aussi par de la littérature épidémiologique. Ce n'est pas une condition pour le droit de retrait, mais dans ce cas-là, je dirais que ça ne fait que renforcer le bien fondé de leur action. Alors, sur la STIB et sur d'autres luttes sociales, donc là, je vous avais dit ça à la première séance, vous pouvez aller sur la page YouTube de l'UPJB et vous allez retrouver un ensemble de 4 conférences qui ont eu lieu pendant le confinement. Donc, l'une a un caractère général, l'autre est sur la STIB, la troisième est sur les titres-services, et la quatrième est sur la micro-conflictualité autour de la reprise du travail. Donc là, ça vous permettra de compléter l'information. Et il y aura aussi un article qui devrait paraître, je ne sais pas exactement quand, on va dire fin de l'année, début de l'année prochaine, dans un observatoire des conflits sociaux. Donc c'est le GRACOS qui fait ça, et ça se publie chaque année au Cahier du Christ. Et donc là, il y aura, entre autres, une étude qui sera consacrée à la lutte à la STIB. Sur la question, oui, différence Amérique latine-Europe, oui, donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand je discute avec des gens en Amérique latine et qu'ils me posent des questions sur comment ça se passe en Europe, et que je leur dis qu'il y a des mobilisations dans lesquelles on voit des gens qui viennent du monde ouvrier, qui ont des références de gauche, etc., etc., bon, ils ne comprennent pas, mais bon, c'est clair qu'en Amérique latine, entre guillemets, ce qui a facilité les choses, c'est cet engagement énorme de Bolsonaro dans tout ce qui est le négationnisme autour du Covid. Bon, dans un pays comme le Brésil, je ne vois personne qui se définit comme anti-Bolsonaro, qui dirait, voilà, il ne faut pas se vacciner. Enfin, quand je dis personne, j'exagère peut-être, enfin, à la limite, c'est comme ça. En Europe, c'est pas comme ça. Mais bon, ça, il faut tenir compte de ces différences. Et donc, on doit intervenir par rapport à ces différences. Mais le fait est là. La perception en Amérique latine par rapport à l'importance, je dirais, d'adhérer à des mesures efficaces de prévention est plus grande qu'elle ne l'est en Europe. Alors, on peut aussi essayer de l'expliquer de façon plus lointaine, par l'histoire, par l'anthropologie, par tout ce qui s'est passé dans le continent par rapport aux maladies infectieuses, et le fait qu'en Europe, il y a eu pas une coupure, mais en tout cas une réduction de la sensibilité par rapport à ces questions-là. Il y a différents facteurs qui peuvent intervenir, mais voilà, c'est la réalité. Malheureusement, il faut la prendre telle qu'elle est. On ne va pas la modifier. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme... je crois qu'on est arrivé vraiment au bout. Donc, je vais me permettre de vous dire simplement, voilà, il faut continuer ces discussions, sous une forme, sous une autre. Ça peut être... il y aura sûrement d'autres conférences, d'autres activités qui seront organisées. Il faut aussi voilà, que vous-même, à votre niveau, vous puissiez intervenir, vous puissiez analyser ce qui se passe, faire des propositions politiques et voir ce qui vous paraît le plus correct de faire. La solidarité avec le procès d'Astide, c'est aussi un moment important. Enfin, il y en aura beaucoup d'autres. Et donc,
voilà, je voudrais une fois de plus remercier l'Institut Marcel Liebman, remercier toutes les personnes qui sont venues au cours des 4 séances, vous rappeler que donc il y aura à un certain moment, assez vite, la mise en ligne de ce qui s'est passé ici. Et alors, je vais vous inviter à quelque chose de tout à fait différent, mais qui va vous remonter le moral. Donc, c'est une période difficile. Et demain, donc à l'UPJB, donc Union des progressistes juifs de Belgique, 61 rue de la Victoire, on va présenter un livre où une dame raconte des périodes encore beaucoup plus difficiles qu'elle a traversées avec un militantisme extraordinaire et un optimisme invétéré. Et donc, en fait, ce sont les souvenirs d'une militante communiste originaire de Bessarabie qui avait été enregistrée au magnétophone et qui ont été ensuite transcrits par sa petite fille Catherine Bubinder. Donc, Catherine est encore, est en vie, je ne sais pas encore. Et donc, elle présentera ce livre demain à 8h15. Donc, si vous avez envie d'avoir une bouffée d'oxygène et d'optimisme par rapport à des périodes difficiles, vous êtes cordialement invités.